Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast, un épisode un peu particulier puisqu'aujourd'hui on va parler du Hellfest. On va débriefer tout ça, alors non pas sur un angle musical mais sur un angle purement boisson, bar, chiffré même. Et pour cela j'ai le grand plaisir d'accueillir Marjorie Dumontel, aka Madame Cocktail du Hellfest. Voilà. Et voilà, salut Marjorie, merci de me rejoindre juste après le Hellfest justement. Merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir de parler de mon boulot sur le Hellfest, parce que je pense que c'est vraiment intéressant vraiment d'expliquer les dessous du cocktail sur le festival, parce qu'il n'y a pas que de la bière. Et on va bien en parler. Ouais. Voilà, et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis des années. Et que voilà, c'est important d'expliquer comment j'en suis arrivé là. Parfait. Du coup, ce que je voulais te proposer, c'est peut-être que justement, pour contextualiser, on attaque peut-être. Et là, tu es sur le festival depuis pas mal d'années. Ça a commencé, il me semble, avec Sailor Jerry. Est-ce que tu peux nous dérouler le truc un peu ? Moi-même, j'ai mon expérience. Moi, j'ai fait mon premier Hellfest en 2007. Donc, j'ai pu voir tout le chemin qu'il y a eu au niveau boisson de l'accro d'il y a 15 ans à aujourd'hui. Voilà. Écoute, peut-être contextualise un peu, comme ça on verra un peu mieux tout le scope. Ouais, alors en fait, ça fait presque une dizaine d'années que je travaille sur le Hellfest. J'ai commencé avec Sailor Jerry. Donc tout simplement, on avait commencé à faire un petit partenariat sur le VIP. En gros, à faire de la dégustation sur le VIP très simplement, la première année. Et c'est vrai que toutes les marques en fait d'alcool faisaient surtout de l'activation. Il n'y avait pas du tout de vente de cocktails. Et pour ma part, j'ai eu une expérience sur un festival où... Alors peut-être reprécise ce que tu appelles activation par rapport à... Activation, c'est-à-dire des petites animations. Donc là, nous, c'était par exemple dégustation avec des shooters. Par exemple, Jack, c'était des dégustations de cocktails. Jaeger, c'était des expériences pour les festivaliers. Voilà, en gros, mais pas de vente bar de cocktails. C'est de la découverte, quoi. On ne pouvait pas commander un cocktail, on ne pouvait pas commander un Sailor Jerry Coca ou quelque chose comme ça, par exemple. Voilà, en gros, il y avait juste que au VIP où il en est on va dire même pas cocktail, c'était long drink, mais pas plus. Voilà, okay. En gros. Et donc, il s'avérait que moi, par expérience, sur un festival en Allemagne, il y a aussi très longtemps, pareil, que de la bière. Et j'avais vu passer un mec avec un mojito. Je lui avais couru après, je lui avais demandé où c'est qu'il avait trouvé ça. C'était sous une tente et ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, cette sensation que j'ai, je pense qu'il doit y avoir plein de festivaliers qui l'ont, cette frustration d'avoir envie de boire un cocktail. Ouais. Donc, c'est venu de là. Et après, au fur et à mesure, Johan et le Hellfest m'ont laissé carte blanche pour commencer à faire un bar sur le Sailor Jerry à cocktail sur le Hellgate, le Hellgate 2, dans le Hell City. Et donc, ça avérait un premier succès, puis ça avérait, on a fait une deuxième année, encore plus gros succès. Et après, on est passé sur, après le Covid, sur Kraken avec Artberg. Ouais. Et cette année, avec le Craft Bar en plus. Et en plus de ça, la nouveauté aussi, le bar à cocktail à la place du merch sur les main stage. Grosse révolution. Ouais, du coup, le Hellgate, pour situer, c'est le bar à côté de l'entrée, là où il y a, il y a notamment du Ricard, du Jägermeister. Il y a le Hellgate 2 où donc il y avait les 3 bars cette année. Et après, dans les main stage, à la place du merch, le bar à cocktail Cocorico, on tape. Ouais. Donc là, pour ceux qui sont en vidéo, j'affiche en fait un des bars principaux à l'intérieur du site même du Hellfest, là où il y a les concerts, où avant il y avait des stands de merch pour acheter des t-shirts du Hellfest, où il y avait une queue monstrueuse. Et maintenant, la queue, c'est pour les cocktails on tap de Cocorico notamment. Mais pas que d'ailleurs. Il y avait aussi des Suze toniques, des choses comme ça qui étaient proposées. Et surtout aussi à côté un cocktail de jus de fruits en fait. Ils ont pris l'initiative et je trouve que c'est très bien le Hellfest de faire ça aussi. Que pareil, il y a une grosse demande de jus de fruits. Donc voilà. Ouais, exactement. Il y avait donc il y avait un bar healthy, quoi, à côté de tout le reste pas healthy, quoi. C'est important. Mais oui, gros succès des bars à cocktails, gros succès.
Et le gros challenge aussi, c'était ce bar on tape, puisque quand on en avait discuté avec Yoann, toute l'équipe, Yoann voulait mettre des cocktails sur cet emplacement. La problématique, c'était de quelle était l'innovation pour pouvoir envoyer en volume donc du cocktail. Donc, on a fait un projet et après, donc c'est Cocorico et Pernod qui ont eu le projet en fait, puisqu'ils ont un système très abouti. Donc, félicitations. Voilà, donc la solution technologique, c'est du fût de cocktail. Exactement. À la pression. Donc, comme on aurait servi des bières à la pression, là, il y avait du spritz, il y avait du mojito, du Moscow Mule et un dernier, j'oublie. Sauce Beach. Voilà, avec du jus d'orange. Exactement. Très gros succès sur le mojito. Donc, voilà, très, très gros succès. Ce qui ne m'étonne pas. Hein. Et après, ça a été Moscow Mule, Sauce Beach et un peu moins le spritz. Mais bon, pour le spritz... Ah, étonnant, ça. Ouais. J'aurais cru que le spritz, c'était le truc le plus... bon, avec le mojito, évidemment, mais... j'aurais pas pensé, ouais. Très bien. Donc, et tout ça cohabitait, donc on a dit avec des Suze... on est du coup Cocorico et chez Pernod Ricard maintenant. Donc, naturellement, il y avait de la Suze. Exactement. Qui est chez Pernod aussi. Il y avait aussi les sodas bio là, de Red Bull aussi qui étaient peut-être... On pouvait faire des mix là, pour faire des Suze toniques, justement. Exactement. Donc, ok. Donc, en tout, il y avait, si je compte bien, donc il y avait le on tap sur le site du Fest, avec donc ces Suze. Il y avait le bar Kraken, donc, qui était Kraken, mais il y avait aussi Rosé Cuervo, il y avait des margaritas. Exactement, parce que ça fait partie du même groupe. Et il s'avère aussi qu'il y a un très, très gros succès sur tout ce qui est frozen, en fait. Ouais. Puisqu'avec ces chaleurs, on va dire, les festivaliers ont envie de boire prêt. Donc, très, très gros carton de ça. Et très gros carton aussi de Kraken, qui est une marque qui fonctionne très, très bien, on va dire, sur le festival. Donc, Kraken qui servait, donc, évidemment. Alors, j'ai pas les photos là sur le menu, mais il y avait même un espresso crackini ou quelque chose. Exactement. En fait, ce que je demande aux marques, en fait, quand ils veulent faire les bars, c'est qu'ils puissent mettre un rituel de service le matin avec un cocktail du matin. Donc, par exemple, sur Kraken, donc c'est un cocktail au café, au cold brew. Ouais. Donc, c'est un peu le café du matin. Sur Ardbeg, ils sont positionnés sur le Bloody Mary pour quand on a mal à la tête, soulager. Voilà, exactement. Et puis après, sur le craft, de toutes les manières, le best-seller, ça a été le cognac et la vodka. Très gros cognac, ça a très, très bien marché. Donc, pour situer, donc, sur le Hellcraft Bar, c'était des marques locales. Exactement. Il y avait le cognac siglé Hellfest. Hellfest, ouais. Il y avait un limoncello local aussi. Limoncello, oui, c'est de la, j'arrive jamais à le dire, de la Familia Excuse-moi, Corentin, si tu vois cette vidéo. Oui, mais c'est Corentin, c'est quelqu'un, j'apprécie beaucoup, qui fait la Nantes aussi. Et qui fait en fait toutes ces liqueurs sur Nantes et qui bosse comme un acharné. Et, c'est bien qu'il puisse prendre la parole, sur le festival. Donc Famiglia Caruso. Voilà, avec un cocktail qui s'appelait le Lemon Shell. Donc H-E-2-L, évidemment. On est très bon sur les namings aussi, je vois. Donc pour revenir sur ce Hellcraft Bar, dont j'arbore la casquette fièrement d'ailleurs. Merci. Donc on avait, alors que je retrouve mon petit post et tout, c'était où? C'était... Hop, voilà, donc il y avait le Hellcraft Bar, il y avait le cognac, on a dit le limoncello, il y avait, j'ai vu, il y avait le gin l'acrobate. Gin l'acrobate, oui, avec les bienheureux en fait. Voilà. Donc là, l'important aussi, c'était d'amener après un gin accessible bio, donc ça a bien marché aussi. Après, on avait la distillerie Vrignon. Pareil, c'est une distillerie vraiment super. Donc, eux proposaient aussi du spritz, mais c'était surtout le Moscow Mule. Donc, pareil, gros succès. Et après, on avait la Manta aussi de la mine d'or. Voilà. D'accord. Ok. Donc, c'était le Hellcraft Bar. À côté de ça, donc on l'a évoqué juste avant, il y avait aussi donc le bar Ardbeg avec des fameux Bloody Mary
des Pitted Marie, il me semble, ou Bloody, Exactement, ouais. je sais plus. En fait, c'est un bar qui a un positionnement, on va dire, plus premium, en fait. Que l'objectif, en fait, aussi, c'est sur ce montage, en fait, c'est d'avoir vraiment un produit très mainstream. Après, d'avoir du local, ce qui est tout nouveau, en fait. Et après aussi d'avoir quand même des cocktails premium, puisque donc, il y a une grosse demande, en fait, un peu de mixo aussi, et de prendre le temps de déguster, d'échanger avec les barman, etc. Donc voilà, le montage un peu de ce spot, on va dire. Et d'ailleurs, moi, sur le coup, Ardbeg, c'est vraiment pointu, là, pour le coup. Autant Kraken, on va dire Rosé Cuervo, on les attend plus sur un tel événement. Ardbeg, qui est quand même... qui est un whisky d'Islay tourbé, c'est très populaire, mais en même temps très niché, très pointu, quoi. Donc c'est incroyable, en fait. Tu vois, je disais juste avant le côté... il y a 15 ans, tu allais au Hellfest, t'avais peut-être une bière à la pression. T'avais quoi, des energy drinks à l'époque, t'avais du Burn, après t'avais truc de ouf ou un truc comme ça. Il y a eu différents trucs, et petit à petit, comment ça s'est... si t'avais accès au VIP, tiens, d'un coup, t'avais peut-être un peu de Jägermeister, peut-être des choses comme ça. On passe après avec, tu disais, les activations, où là, tiens, alors c'était pas sur site, c'était en parallèle du festival, hein. Enfin, sur le LCT, mais qui était même pas n'existait, enfin, il n'y avait pas de LCT il y a 10 ans, hein, par exemple. Et on voit vraiment, je pense, depuis, je sais pas, depuis 2017, en fait, que ça s'est vraiment accéléré. Accéléré, oui. Et on voit et là, on arrive un peu au pic où finalement, le cocktail rentre au-delà du LCT sur le site même où il y a les groupes. Parce qu'avant, il y avait quand même cette frontière où tu pouvais boire des alcools forts, des cocktails. Parce qu'il y a aussi un bar Ricard, on précise, sur le Metal côté... Corner, Ricard et Jack Daniels aussi. Jack Daniels. Qui ont très très bien fonctionné, tout ça au Metal Corner. Voilà, donc il y avait tout ça, mais une fois que tu rentrais vraiment, tu passais la cathédrale et que tu étais sur site, tu n'avais, entre guillemets, plus que le cidre, la bière... Et le muscadet. Le muscadet, évidemment. Et les softs, bien entendu. Et donc là, la grosse révolution cette année, c'est on fait rentrer les cocktails à la pression sur le fest, et je le disais aussi, la Suze. Donc voilà, est-ce que tu as peut-être des chiffres à communiquer sur parce que il y a Ludovic, avec qui je fais le Bottlefield Show, il a fait un podcast qui était super intéressant avec la personne qui est responsable de la régie bar. Ah oui, avec Quentin, exactement. Ouais, qui balançait des chiffres absolument... Le chef d'orchestre, d'orchestre. Je vais avoir des chiffres en nombre de cocktails sur le home tape, parce que je pense que c'est intéressant. On en est à presque 33 334. On était presque à 33 300. Mais au total, en fait. Donc, ça a été carton plein, on va dire, sur ce bar. Et en plus de ça... Donc, c'est le bar qui est sur le site, là, avec les tireuses. Ouais. Et là, surtout, en plus, ça a été un gros challenge. Puis, il faut dire surtout gros merci aux filles qui s'en occupent. Parce que, toute l'équipe, c'est aussi des garçons. C'est une équipe de malades, parce que pour une première année, se retrouver avec des nouveaux cocktails sur un emplacement où les gens croyaient quand même que c'était encore le merch. Le merch. Donc, les gens allaient pour acheter des t-shirts, parce qu'ils n'avaient pas vu le nouveau merch, je pense. Et là, non, allez, pour partir avec un cocktail, elles ont fait un boulot, ils et elles ont fait un boulot de malade. Et gros chapeau sur cette équipe. Parce que c'était pas non plus évident d'amener de la nouveauté, même si le public du Hellfest, c'est un public qui est très, très ouvert à tout ce qui est innovation, etc. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Oui, donc on est à quelque chose comme 8-9 000 cocktails par jour, en gros. Exactement, ouais. Ce qui est, donc, pour je pense l'année prochaine, ça va exploser aussi. En gros, si je fais des maths rapido, enfin c'est quasi, on va dire 800 cocktails de l'heure, quoi. Ouais, et puis c'est surtout, sachant que c'est monumental. C'est possible qu'en faisant du on tape, je veux dire, après, si tu étais parti sur des bouteilles, des choses comme ça, au niveau des manipulations, à un moment donné, ça bloque. Bon, parce qu'avec, on va dire, pour un mojito, quand tu fais un mojito au on tape, normalement,
Et ben en gros, en tech, t'en fais 7, quoi. Donc, tu vois la différence. Voilà, quoi. Non, puis en plus, c'était vachement staffé, quoi. Il y avait un chargé des glaçons, un chargé de mettre les petits garniches et tout. Mais c'est un chef d'orchestre, hein. C'est quoi, il faut avoir un chef d'orchestre, et c'est vraiment un orchestre. On va dire chacun a son petit boulot, même le triangle à sa place. Et le staff, c'était des bénévoles comme sur les autres bars, ou c'était un staff non, c'était formé des bénévoles, et en plus avec leur équipe, en fait. Voilà, une équipe qu'ils ont toujours. Donc chapeau fille, qui chapeaute ça, en fait. Voilà. Et alors, petit aparté, j'ai vu qu'il y avait aussi une autre boîte bretonne, a priori, qui faisait aussi du on-tap sur un autre bar à côté de la Grande Roue. Exactement, oui. Et qui faisait aussi un mojito et un spritz. Exactement, ouais. Comment ça s'est goupillé qu'il y ait les deux, ou qu'il n'y ait pas que Cocorico Parce qu'il restait une place là, et donc ils ont leur fait tester là, puis voilà. Donc après, en fait, au Hellfest, il y a quand même la place pour, on va dire, pour tout le monde. C'est ça qui est bien. Je veux dire, après, d'une marque à l'autre, comme voilà, en gros, tellement grand que ça ne se concurrence pas, en fait. Je veux dire, même je le vois sur l'emplacement sur les 3 bars, là, sur le LV2. En fait, ils ne sont pas du tout cannibalisés. Cannibalisés, ouais. Au contraire, ça a mené un plus grand conso pour les marques. Donc, voilà. Ok, et donc on a eu quelques chiffres sur les on-tap. Est-ce que tu peux communiquer des chiffres sur, je sais pas, le bar Kraken ou le Hardbag? Alors, sur cet endroit-là, on va dire qu'on a vendu autant de cocktails Ils ont vendu autant de cocktails, pardon. Ils ont vendu autant de cocktails en une semaine que sur les 2 l'année dernière. Voilà. D'accord, ok. On a fait le nombre de cocktails en une semaine que l'année dernière en 2. Donc, ce qui est quand même assez. Donc, les gens avaient soif. Les gens avaient soif. Et en plus, il y avait un jour de pluie. Donc non, mais le jour de pluie, ils étaient quand même tous vaillants, hein, on va dire, les festivaliers, pour aller voir les concerts sous la pluie, etc. Voilà. Ok, ouais, donc on voit que c'est vraiment... et je serais curieux, alors j'imagine que tu n'as pas le parallèle, mais est-ce que cette conso de cocktail, est-ce que ça pique des parts de marché aux bières pression et compagnie, ou est-ce que c'est en plus? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as un ressenti sur... Moi, pour ma part, après on fera le point aussi avec Quentin et Johan, mais pour ma part, je trouve de toutes les manières sur la zone du Hellgate, c'est complémentaire, et sur du Hellcity, pardon, c'est complémentaire. Et parce qu'en fait, il y a très peu la bière, ça allait au Metal Corner, et sinon pour sur site du festival. On tape, je pense que pareil, c'était complémentaire. Parce qu'arrivé un moment, les gens, ils s'entendaient toujours dans la phase où on a un ras-le-bol de boire de la bière ou quitter vers ça, et donc ça permet aussi de compléter sa consommation. Et c'est super impressionnant. Est-ce que toi, tu as observé une modification de la clientèle au fil des ans? Est-ce qu'il y a un profil type du festivalier qui va au cocktail plutôt qu'à la bière, ou est-ce que c'est vraiment des gens, ils font un coup bière, un coup... C'est tout le monde, c'est tout le monde. De toute façon, c'est pas... c'est un coup bière, un coup cocktail. Je veux dire, c'est même les gens qui viennent... Oui, c'est tout le monde, en fait. Les gens se demandaient après à l'équipe d'Hardberg. Après, ils m'expliquaient, c'est des gens, soit c'est des initiés, soit c'est... En fait, le Hellfest, le festivalier est tout le temps curieux. Donc, d'accord. Donc, il y a de la nouveauté. Il voit que c'est sympa. Allez, bon, on y va. Hein. Donc, il y a un vrai intérêt pour une marque d'être présente. C'est un moyen de se faire connaître qui est très puissant. Oui, du coup, justement, à des gens qui sont profanes, quoi, entre exactement, guillemets. C'est la curiosité, même si c'est nouveau. Là, par exemple, pour l'histoire du craft aussi, c'était pas évident puisque le bar s'appelle le Craft Bar. Donc, les gens, au premier abord, allaient voir l'équipe pour leur demander pour de la bière. Ouais, pareil, ah oui, c'est vrai. Non, mais ça aussi, c'est un challenge. Parce que pour eux, mais encore, le craft, c'est la bière.
et pas les spiritueux. Et l'équipe, ils ont fait un travail de malade puisque les chiffres sont très, très bons. Et puis, les gens sont revenus très heureux qu'il y ait des distilleries locales, etc. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je trouvais que c'était assez important d'intégrer, pareil, des produits locaux. Parce que, pareil, je suis festivalière. Quand je fais des festivals, que ça soit bière ou alcool, je suis toujours, ou même au niveau de la bouffe, je suis toujours super intéressée par ce qui est local. Je veux dire, après, le reste, lambda, j'en bois en France, donc j'ai envie de dire ou à côté, quoi. Donc, pareil, c'est très beau succès. Ouais, mais alors j'ai oublié le nom de la distillerie, mais je me souviens que l'an dernier, il y a une distillerie dans le coin qui en avait profité pour organiser des visites, justement. Ah, mais c'est la distillerie Divine. Voilà, Divine, ouais. Exactement. Du coup, c'est très bien, je trouve, entre les du deux, coup, il y a les deux Hellfest. C'était une très bonne idée. Voilà, un côté, voilà, le Hellfest, c'est aussi du spiritourisme, potentiellement. C'est des gros industriels, c'est aussi du craft, c'est de la pression, c'est du cocktail, du vrai cocktail qui est fait sous vos yeux, du cocktail qui est pré-batché en fût. Donc c'est assez fou, ouais, la variété, quoi, déjà qu'il y a. Je trouve que c'est très c'est important et puis ça montre que ça marche puisque il y a quand même pas mal de marques sur le festival et que les gens ils sont ils vont tout goûter. Ouais. Et petite question, est-ce que peut-être pour situer un peu d'un point de vue prix, on va dire que la pinte de bière c'était 6,60 ou quelque chose comme ça, il me semble, la Carlsberg ou une Magners. Après ça montait, il y avait des bières un peu plus chères. Type Grimm, type La Bête ou quoi. Les cocktails, ça démarrait à 8 € sur la pression. Sur la pression, à 8 €. Pour un 25 centilitres, en gros, enfin avec les glaçons. T'avais donc Kraken, on était sur quelle zone de prix? C'était pareil, 8 €. Approximativement, oui. En gros, ça va de 6,9 les cocktails à 11 €. Ouais. Sur tout le site, à peu près. Le meilleur deal, c'était clairement la pinte de margarita. C'est 12 balles. Avec ça... non, mais cette année, ils ont fait très attention à... parce que ça aussi, il y a un gros travail des équipes derrière pour tout ce qui est préparation en amont, etc. Pour éviter, pareil, pour que ça soit au niveau alcool, au bon degré, etc. Il y a un gros travail de ça. Donc ça, pareil, je les félicite parce qu'ils ont fait des bidons et des bidons et des bidons de margarita. Ils ont vraiment attention en préparant, dans l'attention pour que ça soit vraiment le bon degré, les bonnes prépas, etc. Donc chapeau à l'équipe Kraken, en fait. Donc, qui était composé de... C'est Chirac, c'est ça le... Chirac le BA, après il y a le brand ambassadeur, notre Janine National, David Jamin, qui s'occupe du Hellfest Corner à Paris. Donc, voilà, qui était un peu le chef d'orchestre de ce bar-là. Puis il y a eu des nouveaux, et puis voilà, un très bonne équipe. Il y avait Adriane du bar 1802. Exactement, oui. Aussi. Ouais. Donc voilà, quelques pointures parisiennes qui étaient là aussi. Est-ce que les gens ont un a priori ou est-ce qu'il y en a... Est-ce que tu as eu des critiques sur la tarification, mettons, des cocktails? Et je pense notamment au On-Tap sur site. Alors pour l'instant, non. Après, franchement, il n'y a pas eu de retour négatif, en fait. Et même, ils ont servi beaucoup de pintes. C'est pour dire... parce que là, pour le coup, la pinte, ça commençait à faire un budget, quoi. C'était du coup 16 €. Bon, après, ça fait une sacrée dose de moscomule et tout, mais... Une pinte de cocktail, c'est que soit tu achètes soit tu vends des coudres, soit ils traitent beaucoup de cashless. Non. La bagarre. C'est ça. Non, après, je pense qu'il y a dû y avoir, de toutes les manières, quelques retours, etc. Mais après, je trouve que les prix sont vraiment pas déconnants pour le festival. Est-ce que tu as des... Je sais pas, c'était quoi le plus gros challenge là, sur tout ça? Est-ce que, je sais pas, c'est gérer les glaçons, je sais la pas. glace, ça a été travaillé, on a travaillé vraiment en amont parce qu'on a eu l'année dernière où on a eu des petits soucis, mais après, on trouve toujours des solutions. Mais afin d'avoir pas les petits soucis sur place où il nous manque des glaçons, etc. Donc, que ça soit un peu la guerre des glaçons.
Là, on a fait un gros travail en amont avec toutes les équipes en fait de chaque pôle. Donc là, on était vraiment ultra flex. Il n'y avait aucun souci sur ça. Ouais. Il y avait plein de glace. Bah ouais, enfin, j'imagine que déjà on entendait sur la partie bière et tout, il y a quand même une sacrée logistique avec des citernes, avec des pipelines souterrains, des choses comme ça, des camions réfrigérés pour les fûts de Magners et compagnie. Du coup, j'imagine le cocktail, c'est d'autres challenges aussi, même s'ils étaient plus concentrés sur le LCT. Mais peut-être sur le on-tap, il y a eu des challenges, je sais pas, mais oui, pour les garder au frais, les fûts, je sais pas comment vous gériez justement. Comme ça a été la grosse nouveauté, puis des machines aussi, des machines qui permettaient de descendre les cocktails à 7,5, le degré à 7,5, diminuer le degré d'alcool. Donc il y avait aussi déjà tout le challenge de la mise en place en fait de ces tireuses. Et après aussi tout ce qui est changement de fût, etc. Parce que c'est quand même un gros boulot de changer des fûts de 30 litres quand on les a derrière. C'est pas super léger. Donc voilà. Donc après, il y a toutes ces... Mais franchement, je trouve qu'il y a tellement une bonne préparation de tout que oui, il y a eu il y a eu quelques soucis comme toujours. Mais ça a été assez flex, quoi. Ouais. Et toi, tu naviguais sur tous les bars. Ton rôle finalement exactement, c'était tu coordonnais tout ça, Ouais, moi je coordonnais tout ça exactement, ouais. Exactement. Okay. Le on-tape, ça a été plus après le rôle, c'était en amont la préparation, quoi, l'échange que j'avais eu à Yuan pour mettre du on-tape, etc., monter le projet pour après que ça soit Ricard, Pernod Ricard et Cocorico. Et après sur l'exploitation, c'était plus le rôle là de BA sur le bar Cocorico en fait. Puisque l'exploitation en elle-même, on l'a laissé à l'équipe du bar. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce que, donc, bilan très positif. Et... On comprend bien. Donc, on rappelle sur le LCT, c'est en 4 jours, autant que sur 2 week-ends l'année d'avant. Exactement. Donc, waouh. Et je crois qu'en plus, il me semblait que cette année, genre, sur les Magners, ils avaient commandé autant ou plus que ce qu'ils avaient écoulé sur les 2 week-ends de l'année d'avant. Donc, c'est pour dire un peu les proportions que ça prend. Donc, succès, on a dit 30 000 cocktails pression. Ouais. On a dit quasi 8-9 000 par jour. Donc, je pense aussi du côté, parce que j'ai pas trop enquêté du côté du Metal Corner, mais je sais que Ricard, Pernod Ricard et avec le stand Ricard se sont fait bien tamponner aussi, et Jack aussi, quoi. Donc, bon succès de tout le monde, en fait. Donc, ça, c'est cool, quoi, en fait. C'est ça c'est que tout le monde bosse et que, voilà. Et puis, pour préciser, c'est très éclectique dans le sens où on a un bar qui est brandé Ricard, mais sur lequel vous trouviez donc de la Suze, je le répète, mais il y avait aussi, vous pouviez avoir un Ginto avec du Beefeater. Donc, il y avait vraiment un large choix. Donc, je sais pas, j'imagine qu'on a fait à peu près le tour là sur 2023. Est-ce que tu as déjà des perspectives sur 2024 ? Est-ce que là, en gros, si c'est un succès, c'est amené à être élargi alors, à voir après, là, moi, il faut que je me laisse toujours une semaine pour un peu faire le point, en fait. Surtout, en plus, cette année, je suis très, très contente parce que déjà, l'année dernière, j'avais un méga binôme qui est Elisa, qui est maintenant l'assistante de Yuan, qui avait géré grave sur les 2 semaines. Et là, cette année, j'ai travaillé avec Jackson qui est du milieu du bar, etc., et où on a bien travaillé. Et là, on va se faire un point la semaine prochaine sur les bars, sur les expots, etc. Puis après, à voir si on repart sur sur la même chose, ou voilà, il y a plein de questions, mais bon, oui, il faut que, de toute façon, l'année prochaine va être une grosse année aussi, puisqu'il va y avoir comment elle s'appelle, je vais y arriver, avec les machines de Nantes, etc. D'accord. Ah oui, la bête là, j'ai oublié. Moi, pareil, là, non, voilà, non, il va y avoir plein de nouveautés, etc. La créature là qui va naître. Oui, c'est vrai. Du coup, il y aura potentiellement un espèce de centre.
ouvert toute l'année, limite. Exactement, et le but, c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus avec des compte... commerces et tout. Ils se sont rendus compte que il y avait beaucoup de personnes qui venaient le week-end, etc., soit pique-niquer et tout, ou faire leur petit pèlerinage. Donc là, l'objectif avec aussi l'ouverture de la brasserie qu'il va y avoir. Ah voilà, c'est ça, oui. Ouais, la brasserie et tout, c'est d'avoir quand même un pôle, tu vois, l'année ouverte. Puisque l'été, de toutes les manières, il y a là, dès que c'est fini, le berrier qui s'installe, le bar éphémère d'Alex. D'accord. Donc voilà, en gros, et là, ça ramène aussi plein de monde. Donc c'est Oui, bien touristique. Donc déjà, l'an prochain, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la bière ultra locale. Alors, par contre, ça, je ne sais pas du tout quand une brasserie sera finie. Ah ouais. Ça, il faut demander à Lolo, à Laurent de chez Mélusine. Quoique un an, c'est peut-être rapide. Il faut peut-être qu'il y ait les murs déjà ouais, exactement. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'à terme, il y aura... le Hellfest pourra proposer littéralement sa bière brassée sur site, quoi. Ce qui est assez fou. Dès lors qu'il y a une brasserie, ça peut aussi ouvrir des portes sur... je sais pas, on peut imaginer des différents hard seltzers ou j'en sais rien, développer plein de choses sans aller jusqu'à faire une distillerie. Hein, mais... Non. Mais les produits locaux, etc. Mais oui, mais de toute façon, l'année prochaine, voilà, ça va être... Il y a encore notre projet, il y aura beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, là, on se fait le recap. Et après, en septembre, on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place, etc. Quoi. L'objectif, c'est que moi, je le vois comme ça. Hein, je suis festivalière. Je veux que ça soit faire des choses qui parlent aux festivaliers, c'est-à-dire qui me plaisent à moi, quoi. En tant que festivalière ou aux potes, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi dans ces métiers-là de faire des festivals aussi, d'être festivalier pour avoir un ressenti et voilà. Bon, moi qui ai fait quelques festivals, clairement, le Hellfest, ça me paraît être le plus calé, le plus professionnel. Et l'offre est assez folle, là, déjà. Je sais pas, du coup, est-ce que sur d'autres festivals, tu trouves du hardbag, de la Frozen Margarita et compagnie, ou non, je pense pas. C'est exceptionnel. Mais je sais qu'en ayant discuté un peu avec d'autres festivals, etc., on va dire en off, que comme c'est un sujet qui me passionne, on va dire, le Hellfest, c'est plus qu'une longueur d'avance sur tous les festivals en France. Hein. Que ce soit les Vieilles Charrues, Rock en scène, etc. Par exemple, Rock en scène, il commence à peine à avoir la licence 4 cette année, donc à faire des propositions licence 4. C'est pareil, tu as été les premiers à avoir la licence 4 aussi, donc voilà. Et puis après, je pense que de toutes les manières, c'est un boulot, c'est un nouveau boulot aussi, hein, on va dire. La licence 4 et l'alcool fort sur les festivals, et il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui. Longueur d'avance. Et alors peut-être un sujet un peu plus tendu, je sais pas, est-ce qu'il y a des freins à pousser cette offre-là sur un festival ou est-ce que toi, t'as pas ressenti du tout de frein et c'est vraiment ça se développe et puis on fait du cocktail et puis tout va bien? Non, je pense que c'est parce qu'il y a une demande aussi. Le cocktail, c'est vachement, même ça soit en général, hein, je veux dire partout, même dans les bars, etc. Ça s'est totalement démocratisé, le cocktail. Avant, les gens, même en terrasse et tout, je parle il n'y a pas si longtemps que ça, le cocktail, c'était, quand on parlait cocktail, c'était vraiment une certaine pratique. Ouais. Cocktail en France, on va dire, il a commencé à se démocratiser il y a 15 ans, quoi. Ouais, voilà, mais là... Et encore, il y a 15 ans, tu étais pionnier. Hein. Ouais, puis là, même maintenant, je veux dire, vraiment, tu vois, je pense, les gens, ils ont pas honte de demander, même pas honte, ils y vont, quoi, tu vois, c'est vraiment démocratisé, là, c'est la folie, quoi. Et petite question subsidiaire, est-ce qu'il y a dans le projet, ou est-ce que tu as des demandes sur du cocktail sans alcool, par exemple? Eh bien, je pense que c'est quelque chose auquel il faut penser, parce qu'il y a quand même pas mal de demandes, donc pourquoi pas, après, à savoir le proposer certainement sur avoir certains bars à cocktail. Mais oui, je pense que... Après, bon, voilà, on est au Hellfest, donc... Et puis, là, si tu voulais des cocktails sans alcool, il y avait quand même le bar à jus de fruits. C'est pour ça aussi que ça a été développé aussi, quoi, je pensais plus sous l'angle mixologie, tu vois. Ouais, mixologie. Pourquoi pas voir, mais c'est quand même très ambitieux. J'imagine qu'il y a plein de marques qui vont essayer de
de percer quelques lignes là-dessus pour être présente, quoi. Parce que j'imagine que, on l'a un peu évoqué avant, ça peut être un tremplin sur le local, par exemple, pour faire découvrir des marques, ça peut être assez bien sûr, puissant, quoi. Pourquoi pas le tester sur le craft bar, tu vois. Ça, c'est... En fait, là, c'est un peu le labo, celui-là, de tout ce qui se passe, quoi. Là, par exemple, vraiment où j'ai été très, très satisfaite, etc., c'est par rapport au cognac, en fait, qui a fait carton plein en cocktail. Alors que le cocktail, c'est beaucoup plus cher que les autres, donc c'est pour ça. Ouais. Mais on avait imaginé une recette avec Jean-René, donc, qui s'occupe du cognac, qui a créé le cognac avec Ben. Et pour vraiment trouver une recette en osmose aussi pour pallier cela, donc un bon cocktail et en osmose avec le festival, d'où le Blood of the Kings avec cette couleur rouge, etc. Et ça fait le job parce qu'il était bon et les gens, ils venaient boire du Blood of the Kings et s'en ficher du prix ou quoi que ce soit. C'est une expérience aussi où c'est important. C'est pas juste faire des cocktails pour faire des cocktails, c'est vraiment travailler en amont pour amener aussi une expérience. Tu vois, par exemple, sur Artberg, je leur avais dit qu'il fallait absolument une machine à fumer. C'était très important. D'accord. Dans mes précos, parce que pour me donner cette ambiance écossaise, de ce verre, etc., qui a aussi ce fumet, on va dire, de ce petit clin d'œil. Et ça castonnait, quoi. Les gars, ils étaient comme des fous. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a tout ça aussi. Ça, c'est vraiment à noter. C'est pas juste des bars à cocktails, c'est des bonnes expériences aussi. Oui, c'est pas des bars à long drink, quoi. C'était pas tiens, un Kraken Coca, au revoir. Non, bien sûr. Bien sûr. Un Hardback Cola. Non, c'était plus pointu. Ok, on voit que tous les détails sont pensés, quoi. C'est assez fou. Bien sûr. Moi, je sais pas si les gens réalisent moi, je trouve ça vraiment incroyable qu'on en soit arrivé là, en fait. Ouais, bien sûr. Se dire, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer, etc. Même l'histoire du home tape, je pense que sur certains bars, etc., je pense qu'on va en arriver, même si c'est rajouté à home tape, etc., mais ça a sa place aussi même sur des bars qui sont sur, tu vois, le LCT, etc. Le home tape, surtout sur le home tape, c'est un sujet sur lequel je crois énormément. C'est pas parce que je bosse pour Cocorico, mais c'est parce que c'est un sujet où moi, personnellement, sur le Hellfest ou l'année dernière, la cantine du voyage à Nantes ou sur des exploitations que j'avais faites, où on en a énormément besoin, quoi. Et je pense que sur d'autres festivals et tout, ok, ils ont commencé la licence 4, mais ils vont s'y mettre parce que ça te permet de gagner du temps. Ça facilite tellement le travail pour les équipes. Au niveau bouteilles, plastique, verre, etc. Ça change tout. C'est un soulagement. Et peut-être rappel sur il titre à combien les cocktails on tape, là, à peu près? Sur le festival, ils étaient à 7,5. 7,5. Et du coup, le fait qu'on soit à 7,5, c'est obligé d'avoir la licence 4 versus les bières? Exactement, oui. D'accord. Sachant que, je sais pas, la Grimm, elle doit pas être loin de ça non plus, quoi. Ouais, mais comme les produits initiaux, ils sont, sauf le Spritz qui sera licence 3, mais comme c'est à la base fait avec des produits distillés, donc c'est licence 4 automatiquement. Donc voilà. Ok. Mais très intéressant. Licence 3. Mais voilà, il y a en gros, je pense que là, ça va être l'explosion sur les gros événements et les festivals. Parce que là, par exemple, pareil, je fais un festival ce week-end, Paco Tyson, et je leur avais fait une préco aussi de mettre du on-tape. Et donc, c'est la première année qu'ils vont faire ça. Et c'est cool. Voilà. Ok. Bon, espérons le même succès alors. Je serai derrière, donc oui. Parfait. Moi, je pense, je sais pas si tu as des anecdotes particulières peut-être à raconter, mais... Non, là, comme ça, je suis après, ça va revenir après, parce que oui, il y en a eu, on a bien rigolé. Oui, parce qu'il y a eu une grosse dédicace aussi à un du staff de Kraken qui a dû couper des milliers de citrons. D'accord. Oh non, c'est Lemon John, donc voilà. C'est un peu la légende du citron du Hellfest. Voilà, mais c'est un truc qui m'a étonné d'ailleurs. Alors, c'est pas sur Kraken, mais sur le on-tap. Le fait que vous soyez allé jusqu'à mettre des quartiers de citron, d'orange, des feuilles de menthe, selon les cocktails. Alors que je pouvais imaginer que d'un point de vue logistique,
Pourquoi s'embêter? Tu verses le cocktail à la pression, des glaçons, et puis roule, Mais parce que roule ma poule, quoi. déjà parce que Cocorico et Pernod, ils tiennent énormément, et parce que c'est déjà que ton cocktail aussi, c'est quand même des cocktails premium. Ouais. Et donc, j'ai eu un gros travail en amont sur ce sujet. C'est important, je pense que pour le festivalier aussi, c'est psychologique, mais ça met, voilà, un mojito sans feuille de menthe. Voilà, même si c'est 2 feuilles de menthe, ça fait toujours le job. Mais le détail est important. Donc, gros succès du mojito. Ah oui, le mojito, là, je crois que... Et moins le spritz, du coup. J'aurais pas parié là-dessus. Non, c'était pas le truc le plus qui allait plus exciter, quoi. Mais après, en plus, le mojito, il est très, très bon. Et Marco, sur ça, il a fait un travail de malade sur les recettes. Parce que c'est pas évident de vendre un mojito. Hein. Déjà, ils ont toujours ce côté psychologique du mojito dans le bar, etc., avec le grain de sucre, certains. Et celui-là est super bien équilibré. Donc good job. Parfait. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, mais très intéressant. Donc un succès, des dizaines de milliers de ventes, tout ça. Donc de retour l'année prochaine avec encore plus potentiellement. Toujours plus, quoi. Volatile, toujours plus. Et du coup, on peut placer que les billets sont en vente dès mardi 27 juin. Là, donc ça va aller vite. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Marjorie pour toutes ces précisions, ce petit feedback un peu à chaud encore c'est ça. sur les cocktails. Et puis bah écoute, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour la prochaine édition ou quoi. En tout cas, c'était très intéressant. C'était super. Merci à toi. Merci. Bon, à très vite. Ciao.